Salakaufa matahutsi Salakaura wende Salakaufa matahutete Uli pamanitane mane Mane dire kumane Salakaura wende Salakaufa matahutete Salakaura wende Salakaufa matahutsi Salakaura wende Salakaufa matahutete Uli pamanitane mane Mane dire kumane Au sud-est du continent africain, Madagascar est la 4e île du monde avec une superficie légèrement supérieure à celle de la France. Au contraire d'autres îles de l'océan Indien, Madagascar ne possède pas d'origine volcanique. Elle s'est détachée de l'Afrique il y a 165 millions d'années, selon la théorie de la dérive des continents. Dotée d'une diversité de paysages inouïs, géographiquement coupée du reste du monde depuis longtemps, celle que l'on appelle la Grande Île est un peu devenue une réserve naturelle pour l'humanité en raison des innombrables espèces végétales et animales désormais uniques que l'on y trouve. La population malgache, elle aussi, est exceptionnelle par la diversité de ses origines. Indonésiens, Polynésiens, Arabes, Africains, Européens ont façonné un peuple qui a su préserver ses traditions et ses coutumes d'autant plus facilement que l'île s'est longtemps tenue à l'écart du modernisme à l'occidental. À Madagascar, la terre est fertile et grâce au climat tropical, tout pousse ou presque. Le sous-sol recèle d'exceptionnelles richesses. Mais bon nombre des ressources naturelles sont restées sous-exploitées en raison du manque de moyens techniques, des carences des moyens de transport et du délabrement des infrastructures. Aujourd'hui, le pays a lancé un important effort de modernisation et bien souvent se croisent ici deux mondes que des siècles semblent séparer. Deux mondes cependant que le patrimoine naturel de l'île tend à réunir au travers d'activités en expansion comme le tourisme, qui est ici une invitation au développement et à la découverte. Son immensité et sa diversité imposent pour découvrir Madagascar un long parcours tant le long des côtes qu'à l'intérieur des terres. Point de départ, au centre de l'île, la capitale, Tananarive. Le palais de la reine fut érigé au sommet de la plus élevée des 12 collines sur lesquelles la ville s'est établie à partir du XVIIe siècle. Le visage de la cité changea radicalement lorsque l'île devint colonie française en 1896. La ville commença alors de s'étendre sur le plateau de Limerne. En un siècle, la population de Tananarive a été multipliée par 40. L'exode rural est en partie responsable d'une explosion démographique dont on prend la mesure au cœur des marchés de la capitale. Les marchés de Tana ont été réorganisés depuis la disparition du célèbre Zuma, l'un des plus grands marchés du monde. Mais les échanges sont toujours aussi intenses et les petits métiers s'y développent avec un art consommé de la récupération. Près des parasols blancs des marchés à ciel ouvert se côtoient les modèles originaux et les modèles réduits. Mais devant l'expansion incontrôlée du négoce, de nombreuses échoppes ont été sacrifiées pour permettre la remise en état de l'avenue de l'Indépendance. La ville basse s'étire au pied des collines jusqu'à la gare ferroviaire. Bien après l'indépendance, le parc automobile témoigne toujours des anciens liens avec la France. Dans la construction des nouveaux quartiers, la population fut utilisée par les Français pour assécher des hectares de marécages.
Une façon de damer le pion à la royauté malgache qui exerçait son pouvoir dans la ville haute. Aujourd'hui, la capitale abrite le 10e de la population nationale et sa croissance donne le tournis. En 40 ans, les Malgaches ont vu leur nombre doubler. Malgré tout, le patrimoine est valorisé et la restauration du palais de la Reine a débuté grâce à l'UNESCO. Toutes générations confondues, les amateurs de spectacles se rassemblent au pied du palais. Le spectacle donne un avant-goût des rencontres hors du commun et des surprises auxquelles il faut s'attendre à Madagascar. Tananarive porta le nom de Forêt Bleue en raison de la lumière qui nimbait ces collines. Le nom a changé, mais la lumière est restée. En quittant Tananarive vers le sud-ouest, on abandonne le plateau de l'Imerne et les hautes terres pour accéder à une large plaine littorale. La faible dénivellation et l'absence d'obstacles font que les cours d'eau s'y étalent sans retenue avant de se jeter dans le canal du Mozambique. La côte au sud-ouest est habitée par ceux que l'on appelle les nomades de la mer, les Vezous. Avec leurs embarcations à voile carré, les Vezous pratiquent la pêche de père en fils. Leurs pirogues à balancier sont creusées dans un tronc d'arbre. Les Vezous forment la seule ethnie malgache à ne pas disposer d'un véritable territoire, même si beaucoup se sont sédentarisés. À la saison sèche, ils peuvent se contenter d'un campement sommaire agencé autour de la voile et du mât de leur bateau. En symbiose avec leur environnement, les Vezous exploitent toutes les ressources de la mer. Ainsi, ils récoltent le sel déposé par l'intense évaporation de l'eau. La méthode et les outils sont rudimentaires. Pourtant, le sel procure aux Vezous une monnaie d'échange et un moyen d'assurer la conservation de leurs aliments. Dans la région de Murundav, de fiers baobabs sont alignés comme à la parade. L'arbre géant compte 8 espèces recensées sur la planète. Une seule est présente en Afrique, alors que les 7 autres ne se trouvent qu'à Madagascar. Le baobab est un arbre providentiel aux usages multiples. Son bois spongieux peut contenir des milliers de litres d'eau, précieux en période de sécheresse. Une légende raconte que les dieux, vexés par la force des baobabs, les auraient arrachés pour les replanter les racines en l'air. C'est pourquoi ils portent parfois le surnom d'arbre à l'envers. L'eau ne manque pas dans l'île, sauf dans le sud. Lors de l'été austral, pendant la saison des pluies, qui dure entre novembre et mars, les trombes d'eau coupent régulièrement les routes. Certaines régions de l'ouest et du sud abritent des espèces végétales endémiques parfaitement adaptées au climat. Herman Petigna possède une forêt de 40 hectares et connaît bien la richesse inouïe de la flore malgache. Je récolte surtout des euphorbes. Je dois avoir 150 espèces ici, dont certaines ne sont pas encore répertoriées. J'ai un professeur à Heidelberg qui s'occupe de la diagnose, en latin en général. Et après ça, quand le dossier est constitué, on propose un nom
qui est soumis à l'université de Leicester en Angleterre, qui détient la nomenclature mondiale de toutes les plantes répertoriées. L'art funéraire des alou-alou, des poteaux sculptés, est aussi une référence à une nature exceptionnelle, longtemps dominée par un oiseau aujourd'hui disparu, l'épiornis. Jeannette Rieder collectionne ses œufs. Il fait comme contenance l'équivalent de 200 œufs, alors que l'œuf d'autruche n'en fait que 20. Et c'est une des raretés de notre pays. D'autres raretés se dissimulent dans l'océan, comme le sélacanthe, que l'on croyait disparu depuis 80 millions d'années. Ses nageoires ressemblent aux pattes des premiers vertébrés. Sur 5000 km de côte, Madagascar a éparpillé une multitude d'îles de toute taille. La grande majorité sont inhabitées et servent de refuge à une faune peu habituée à la présence de l'homme. Dès lors qu'il n'a jamais été chassé, le paille-en-queue ne craint pas de se laisser rapprocher. Mais la tolérance a des limites. Dans les régions arides, l'activité est entièrement dédiée à la solution des besoins vitaux. La localité d'Anakao, comme beaucoup d'autres, manque d'eau potable. Les femmes creusent le sol et puisent directement dans la nappe phréatique. C'est que notre eau est salée maintenant, c'est de plus au matin. Et nous, les femmes, nous avons alors des difficultés pour acheter l'eau parce qu'il faudrait faire venir de l'eau de l'Unila. Et l'eau potable, c'est la santé. Il nous faut de l'eau potable. Pour une femme médecin, c'est un appel à l'aide et l'urgence est grande. Les nuages menacent, mais la pluie tarde à tomber. Il reste la pirogue à terminer avant la saison de pêche et le son d'une guitare traditionnelle en espérant un don du ciel. Une piste chaotique conduit plus au sud, en direction d'Ampani. On y croise des chèvres angora. Le poil long et soyeux de la chèvre angora est mieux connu sous le nom de mohair. Le poil est toujours filé dans la région, malgré la raréfaction des troupeaux. Les écheveaux de laine sont teintés et séchés avant de servir à la fabrication de magnifiques tapis. Leurs motifs bruns et blancs s'inspirent des alou-alou funéraires. Quand leur surface dépasse 20 mètres carrés, on appelle les tapis des autobus. D'étonnantes peintures naïves caractérisent les tombeaux sur le territoire des Mahafali. Elles racontent la vie du défunt sous les bucranes, des cornes de zébu et les alou-alou de bois sculptés. La richesse décorative du tombeau est en rapport avec le statut du propriétaire. Toujours dans le sud, la réserve privée de Berend continue d'éblouir les scientifiques. On peut y approcher une des espèces emblématiques de la faune malgache. Un bond et l'animal entre en scène. Le lémurien est un cousin du singe, donc de l'homme. Certains sont couverts d'un pelage presque blanc, comme le sifaka. Le lémurien vit surtout dans les arbres, mais il lui arrive d'en descendre pour aller faire son jogging. Les anneaux de la queue qu'il porte en étendard permettent d'identifier le makikata. Celui-ci a comme particularité de passer beaucoup de temps au sol. Un animal qui ne manque pas de panache. Certains pensent que les lémuriens sont arrivés d'Afrique sur des bois flottants. D'autres estiment qu'ils étaient présents quand l'île s'est séparée du continent. En tout cas, s'ils ont subsisté, c'est parce qu'il n'y a pas de singes, leur grand concurrent, à Madagascar. En revanche, il y a des crocodiles.
d'étranges végétaux tentaculaires appartiennent à la même famille que l'agave, cultivée en rang serré. L'agave est originaire d'Amérique centrale et s'adapte parfaitement aux sols arides. Les longues feuilles rigides possèdent une redoutable extrémité épineuse, dissuasive pour les herbivores. Parmi les 300 espèces d'agaves, une seule est exploitée de manière industrielle pour les fibres contenues dans les feuilles, le sisal. Les fibres robustes sèchent avant de connaître des destinations multiples. Cordages, tapis, chapeaux et même cloisons dans les habitations. Les enfants se précipitent avec des paniers vides. Explication : un nuage de criquets pèlerins a recouvert la région. Pour les enfants, les criquets sont une friandise. On les grille, puis on les mange. C'est à celui qui en ramassera le plus. Mais le bonheur des uns fait le malheur des autres. Les agriculteurs font tout pour s'en débarrasser. L'aide du caméléon est bienvenue. Chaque criquet de 10 grammes mange 2 fois son poids par jour. Le phénomène est un cataclysme pour l'agriculture. Au sud de Madagascar, Fort Dauphin a été baptisé au XVIIe siècle en l'honneur du futur Louis XIV. Les marins français débarquèrent dans la magnifique baie des Galions, mais leur implantation fut un échec. Une trentaine d'années plus tard, les Français, minés par les fièvres et l'isolement, abandonnèrent leur colonie et partirent pour l'île Bourbon, qui s'appellera plus tard La Réunion. En remontant vers le nord, à l'intérieur des terres, on pénètre dans le parc national de l'Isalou. Les limites du parc correspondent à celles d'un massif montagneux qui porte le même nom. Au cœur du grès, l'érosion a ouvert de profondes entailles que les autochtones craignent parfois d'approcher. Quelques-unes servent en effet de sépulture à l'ethnie Sakalave, alors que d'autres ethnies ont recours à des cercueils. L'esprit des ancêtres habite les lieux. Le vent, la pluie et le soleil ont travaillé la roche friable en lui donnant des silhouettes évocatrices. Même figée dans la pierre, la reine d'Isalou n'a rien perdu de sa majesté et la fenêtre percée dans la roche ouvre en grand sur un horizon balisé de pierres. Vers l'est, en direction de la côte, vit l'ethnie Antémour, l'une des plus récentes de l'île. Elle a donné son nom à un papier artisanal fabriqué avec une variété de mûrier. On y ajoute des pétales de fleurs. Charles Ragon en connaît l'origine. Alors la technique a été apportée à Madagascar il y a très très longtemps, peut-être 200-300 ans, a été apportée par des Arabes. Et ils avaient vu fabriquer du papier probablement au Japon. La fibre de mûrier fournit un papier décoratif sur lequel, à l'origine, on écrivait des versets du Coran. À l'intérieur des terres, on produit un vin de qualité tout à fait acceptable. Le vignoble fut planté par les Français dans les années 1950. La ville de Fianarantsoa se positionne comme un axe important de communication en tout genre, mais aussi comme la capitale d'un véritable terroir. Les rizières habillent les pentes et couvrent 40% des terres cultivées sur l'île. Mais les rendements sont faibles et la production ne suffit pas à nourrir la population. On sèche la céréale sur les routes et les moyens de transport datent d'un autre âge. Pourtant, la terre est féconde et le thé a trouvé ici un terrain de prédilection grâce à l'altitude et à l'humidité.
Madagascar compte 6 parcs nationaux. Celui de Ranmafan offre un bel échantillon de forêt tropicale humide. Le relief, l'altitude et le climat favorisent une flore hors norme et une faune dont la vedette est le lémurien. Certains portent un collier d'identité car leur comportement et leur environnement font l'objet d'études scientifiques. À cause du relief, de larges zones du parc restent inexplorées, enveloppées de mystères. Cap au nord, direction Antsirabe, par la Nationale 7. Les pousse-pousse d'Antsirabe ont été importés par les Chinois, venus construire la ligne de chemin de fer reliant la ville et Tananarive. Il y fait frais pendant l'hiver austral, mais la ville thermale a conservé un beau cachet colonial. Avant d'atteindre la côte orientale, il faut franchir les hautes terres, ravinées par les pluies tropicales. Pour empêcher l'eau de couler trop vite et la distribuer là où il en manque, on a créé une retenue à 60 km de Tananarive, le lac artificiel de Mantassou. Le cours de la rivière Ikupa se trouve ainsi régulé. Le réservoir formé par le barrage assure l'irrigation, fournit un appoint en électricité et de l'eau potable aux habitants de la capitale. La falaise de Mandjaka marque la rupture entre les hautes terres et le plateau inférieur. Elle balise la réserve de Perieras, dont on croise quelquefois les pensionnaires sur la route. Le caméléon a la réputation d'être prudent, parfois trop. Au point que devant l'obstacle, il a souvent du mal à se décider. Le plus simple est encore de rester immobile et de prendre l'aspect d'une branche. La moitié des espèces de caméléons de la création vivent à Madagascar. Alors, avec tous ses cousins, le caméléon est ici chez lui. Aucune raison de bouger, sauf les yeux. Et quels yeux! Chaque œil couvre un angle de 180 degrés dans toutes les directions et fonctionne sans tenir compte de l'autre. Le caméléon peut changer d'apparence s'il est menacé, en produisant des taches ou en intensifiant les nuances de sa peau. Ainsi, il devient vert de peur à l'apparition de certains prédateurs. Papillons ou fleurs, menthes religieuses ou simples feuilles, la forêt malgache joue sur la diversité pour brouiller les pistes. Entre les troncs, les branches et les racines, la confusion est totale. Même l'animal se confond avec le minéral. Les cailloux que l'on ramasse ont des pattes. Et les bourgeons, à y regarder de plus près, respirent. Dans la réserve, les techniques de pêche traditionnelles sont tolérées, car l'homme participe à l'équilibre du biotope. Le chemin qui borde la réserve d'Anala-Mazaoutre est jalonné de surprises. Soudain, une silhouette bondit à travers les feuillages. C'est ainsi qu'apparaît le plus souvent le plus grand lémurien, l'Indri Indri. Pour les habitants de la région, l'Indri Indri est un animal sacré. Il est absolument interdit de lui faire le moindre mal. Pour fuir, il est capable de bonds de 6 mètres. La déforestation menace gravement l'existence des lémuriens. Certains s'en mordent déjà les doigts. La faune est en effet menacée par la destruction de son habitat,
85% de la forêt originelle de l'île ont disparu, principalement à cause des besoins en charbon de bois. Il faut aussi cuire les aliments. Mais si les Malgaches avaient accès à d'autres sources d'énergie, sans doute ne brûleraient-ils pas les arbres. De plus, l'érosion emporte les bonnes terres parce qu'on défriche à tour de bras. Il faudra des générations pour réparer les dégâts. Le monde végétal dispose encore à Madagascar de solides réserves. Les branches du palmier roufi sont séchées pour utiliser la fibre appelée raffia, un mot français d'origine malgache. Avec le raffia, on tisse la matière première pour les chapeaux ou les paniers. Un artisanat qui se rencontre de moins en moins. Sur la côte orientale, les échanges sont grandement facilités par l'existence d'une voie d'eau navigable, le canal des Pangalanes. Au XIXe siècle, un roi malgache eut l'idée de relier entre elles une succession de lagunes et de rivières parallèles au littoral. La navigation était à l'origine ininterrompue sur plus de 650 km, mais l'ensablement et le manque d'entretien ont rompu la continuité du canal. Plusieurs grands lacs émaillent le parcours. Exemple, le lac Ampitabe. Les concepteurs du projet ont imaginé le canal à l'intérieur des terres parce que la navigation sur l'océan Indien est ici extrêmement périlleuse. Malgré des aménagements ici et là, la navigation demeure aléatoire sur le canal. Les communications à l'intérieur du pays posent un réel problème. Le réseau ferroviaire, opérationnel à l'époque coloniale, est mal entretenu et les échanges en pâtissent. En attendant le train, l'eau peut inciter à la baignade, mais pas n'importe où. C'est un peu méchant, mais je connais bien la truc pour l'attraper, quoi. Se baigner et puis avec un petit poignard comme ça roule. Ça roule, peut-être, mais en plus, ça mord. La voie d'eau fut inaugurée en 1901. Elle aboutit au nord à Tamatave, la deuxième ville et le premier port du pays. Les fiers palmiers de l'avenue de l'Indépendance ont toujours survécu aux cyclones, qui, souvent, déferlent sur la ville. Tamatave contrôle 70% du commerce malgache avec l'extérieur. La vocation portuaire de la ville a multiplié les influences culturelles et ouvert ses étals à toutes les saveurs de l'océan Indien. Un grand bol d'exotisme avant de poursuivre vers le nord en suivant la côte. La route prend le relais du canal des Pangalanes pour rejoindre Full Point, à 60 km de Tamatave. À l'abri d'une barrière de corail artificielle, la plage et quelques infrastructures touristiques donnent un cadre à Maaveloun, qui signifie en malgache « là où la vie s'éveille à nouveau ». L'ancien comptoir commercial, anglais puis français, n'a rien perdu de son activité. Le fort malgache, élevé au XIXe siècle, prouve que l'endroit était convoité. Plus au nord, l'île Sainte-Marie, Nuziboura en malgache, étire une longue bande de terre parallèle à la côte. 10 km à peine la séparent du littoral. Et une barrière de corail lui assure une protection naturelle contre la houle océanique. Il règne une vraie douceur de vivre à Sainte-Marie.
D'ailleurs, à la fin du XVIIe siècle, de nombreux pirates européens l'avaient compris en prenant leur quartier dans une île à l'abri de tout. L'île a peu changé depuis les pirates. Leurs descendants se sont métissés, mais le patrimoine est intact, comme l'église catholique la plus ancienne de Madagascar. Les Malgaches rendent à leurs morts un culte très vivant. Ils les honorent par des coutumes déconcertantes pour les Occidentaux. La joie l'emporte largement sur la tristesse. En général bien arrosée, la tradition permet aux vivants d'aller à la rencontre des morts. Mais le cortège n'a rien de funèbre. L'île Sainte-Marie préserve la vie sous toutes ses formes, notamment celle des baleines, que Paul Martin connaît bien. Sainte-Marie est le seul abri naturel qui vit entre l'Antarctique et les tropiques. Quand on sait que les baleines ont besoin d'eau chaude pour se reproduire, c'est tout naturellement qu'elles viennent à Sainte-Marie, Sainte-Marie étant la seule barrière qui puisse les protéger. Mais pendant qu'elles batifolent au large, les baleines à bosse se mettent au régime, car l'eau chaude ne contient pas de plancton, leur seule nourriture. Lorsqu'ils repartent, après 3 mois de villégiature, les gros mammifères ont perdu le tiers de leur poids. Les pirates appréciaient la proximité de Sainte-Marie en raison d'une côte bien découpée. Les nombreux récifs coralliens dressaient autant d'obstacles devant leurs poursuivants, et les criques accueillaient leurs bateaux lors des razzias qu'ils menaient à l'intérieur des terres. La localité de Mananar se trouve en plein territoire des Betsimisaraks. La deuxième ethnie malgache par le nombre est soudée grâce à une confédération de tribus depuis le XVIIIe siècle. Sur les étals, le riz est un menu à lui tout seul, avec 7 espèces différentes. Mananar est aussi le nom du fleuve qui baigne la localité. Il faut emprunter une pirogue pour accéder à une île cernée par le fleuve. Une île sanctuaire dont le trésor ne se découvre qu'une fois la nuit tombée. Il est allergique à la lumière. Il a pour nom le aïaï, un lémurien nocturne. Un animal solitaire est tellement rare qu'on l'avait cru disparu. Comme ses congénères, le aïaï a souffert de la déforestation, mais aussi des croyances populaires qui en faisaient un être maléfique. Nourriture favorite, la noix de coco. Particularité, un charme fou. Une centaine de kilomètres au nord, les 3 villes de Andap, Sambave et Antala cernent le triangle de la vanille. C'est aussi l'un des hauts lieux de la construction navale. Les boutres y sont réalisées suivant des méthodes traditionnelles, dans des bois que les Européens qualifient de précieux. Les fibres végétales servent au calfatage d'une coque dont la solidité est garantie par les ancêtres. Les ancêtres veillent aussi aux cocoteraies, qui bénéficient dès leur plus jeune âge des soins les plus attentifs. Au sommet des arbres, on élimine une partie des jeunes noix en formation pour favoriser la croissance de celles qui resteront. Le vanillé pousse bien dans le nord-est d'une île qui est devenue l'un des premiers producteurs mondiaux. La gousse au parfum entêtant assure 20% des exportations nationales, mais la variation des cours est le principal souci des producteurs. Quand la récolte a été bonne, le cœur est à la fête.
Au nord de Madagascar, la ville de Diego Suarez porte les noms réunis des deux navigateurs portugais qui découvrirent sa baie magnifique au XVIe siècle. Antsiranana, le port en malgache, est le nom usuel de la localité. Diego Suarez fut une base navale française jusqu'au début des années 1970. Le maréchal Joffre vécut ici avec le titre de gouverneur. Les bâtiments coloniaux alternent avec les édifices musulmans, pendant que le défilé des automobiles françaises fait la jonction entre les différentes époques. Des baobabs recouvrent la montagne des Français, percée de grottes qui servirent souvent d'abri. La baie des Français est réputée très poissonneuse pour le plus grand bonheur des pêcheurs. La région compte quelques-unes des plus vieilles tortues du monde. Les rides ne trompent pas, celle-ci approche les 500 ans. Ce qui ne l'empêche pas de veiller sur sa descendance. Petite tortue deviendra grande. Une dizaine d'espèces subsistent sur l'île. Le parc national de la montagne d'Ambre absorbe d'énormes précipitations. 3,5 mètres d'eau par an et par mètre carré. Certaines espèces végétales ne se retrouvent qu'ici. Certains villages sont sortis de terre comme des champignons, construits par des prospecteurs venus en famille de partout. La découverte d'un gisement de saphirs a mis la région sens dessus dessous. Les plus chanceux trouvent les pierres et chacun investit ses économies à sa manière. Le sol malgache recèle un trésor minéral. Les réserves de titane, par exemple, seraient 3 fois plus importantes que celles de l'Australie, le premier producteur mondial. Les pierres précieuses abondent. Actuellement, on exploite tout sauf le diamant. Les pierres ornementales se retrouvent en nombre et en variété, mais elles sont beaucoup moins rares que les pierres précieuses comme l'émeraude ou le rubis. Plus au sud, le parc national des Tsingy du Bemara défie l'imagination. Les roches calcaires, taraudées par l'érosion, forment un des paysages les plus étonnants de la planète. Lorsque Madagascar se sépara de l'Afrique, une partie de l'île resta immergée et se couvrit d'épaisses couches coralliennes. Un glissement tectonique souleva ces couches à l'air libre. Le même dépôt corallien a subi les effets de l'érosion, mais en plein océan cette fois. L'eau de mer et les vagues ont façonné en boule les 4 frères aînés, des îlots désertiques colonisés par les oiseaux marins. Au nord, dans un environnement intact, Nuzimitsu. Le nom signifie « île inconnue » et désigne un archipel qui s'étend sur 70 km. Seule la plus grande île est habitée, mais les distances freinent les échanges.
Sur leurs boutres, les pêcheurs peuvent vivre de leur prise, généralement de belle taille. Comme l'électricité manque pour les conserver, on les fume dès le retour de la pêche. Certaines espèces sont séchées au soleil et se raidissent en quelques heures. Les ailerons de requin sont vendus à prix d'or aux Asiatiques, mais les pêcheurs sans contact avec les circuits commerciaux ont plus de mal à joindre les deux bouts. Elville est le chef-lieu de Nosy-Be, la plus grande île à l'ouest de Madagascar, réputée notamment pour ses brodeuses. Leur spécialité porte le nom de Richelieu, une broderie ajourée d'une grande finesse. Elle peut décorer tout le linge de la maison, des élégants vêtements féminins comme le caraco, jusqu'aux draps de lit et aux nappes. Leur délicatesse contraste avec les canons de marine pointés sur les bâtisses coloniales assoupies dans leurs souvenirs. Le mont Passo domine l'île et les lacs de cratères ouverts à ses pieds. Nosy-Be est une île volcanique dont le sol est favorable à la culture de la canne à sucre. Les plages de Nosy-Be révèlent de réelles dispositions pour séduire les visiteurs. D'ailleurs, dans les petits villages, la vie commence à changer et l'artisanat se trouve stimulé. Le développement du tourisme fait déjà vivre 25% de la population à Nosy-Be. Le maki macaco n'en croit pas ses yeux. Le petit primate ne se laisse approcher qu'en échange de petits cadeaux. D'un bond, on change d'époque dans la baie des Russes, où un bateau du tsar attendit des années la fin de la guerre avec le Japon, sans savoir qu'elle était finie. Sur le sable blond qui borde l'île de Nouzirans, les tortues marines laissent des traces caractéristiques. Elles y viennent pondre à l'abri des oiseaux de mer. En descendant la côte nord-ouest, une immense plaine alterne les étendues verdoyantes et les vallons arides. La côte elle-même joue avec le sable pour dessiner des arabesques aux embouchures des cours d'eau. La ville de Majinga se situe en plein cœur du territoire de l'ethnie Sakalave. Selon la légende, les rois Sakalaves y ont planté un baobab pour marquer la naissance de leur royaume. Le géant aurait aujourd'hui plus de 7 siècles. La ville a connu la prospérité. Une prospérité édifiée à partir d'une position stratégique sur l'estuaire de la baie de Sibouk. Seuls les boutres aux faibles tirants d'eau fréquentent le port, dont la profondeur est limitée par les alluvions du fleuve. Majinga est le deuxième port du pays, notamment grâce aux relations avec l'Afrique. Les demeures des commerçants arabes ou indiens révèlent l'aisance passée, à travers les portes cloutées, le fer forgé et les stucs ciselés.
Un cadre de vie raffiné chez des négociants en majorité musulmans, dans une ville qui fut la tête de pont de la conquête française. Au croisement des cultures, Majinga est cosmopolite et sa population n'a pas cessé d'augmenter à un rythme bien plus rapide que celui des pousse-pousse. Des formes quasi végétales ont envahi le sous-sol dans les grottes d'Anjuhibe, creusées dans le plateau calcaire de Mahabou. La taille et la variété des concrétions donnent la mesure de leur ancienneté. Vers Tananarive, la route enfile les petites bourgades en un collier multicolore. Parmi les produits de l'artisanat malgache, un bijou se distingue car il est destiné aux hommes comme aux femmes. Un petit bracelet en argent, le Vang Vang. Les jeux de hasard sont très prisés dans la société malgache. Sans doute, la protection des ancêtres joue-t-elle aussi un rôle non négligeable. À 250 km de Majinga, sur la route de Tananarive, un pont métallique franchit la baie de Sibouk. L'eau, saturée d'alluvions, ne simplifie pas la tâche des lavandières. Plus au sud, dans les zones d'élevage, les troupeaux de zébus traversent les cours d'eau à la nage, en se laissant dériver dans le courant. Le tout est de prévoir l'endroit où l'on va accoster, car les berges sont parfois un peu raides. Le plus simple, c'est encore d'utiliser les ponts. Le zébu est un des piliers de la culture malgache. Il est important pour les propriétaires de pouvoir reconnaître leurs bêtes. Et tant mieux si la couleur est un peu voyante. Les bovins prennent la route pour le marché aux zébus de Tsiroumandide, le plus important du genre à Madagascar. À l'ouest de Tananarive, la localité exerce une influence sur toute la région. Autour du marché gravite une série d'activités toutes liées à l'agriculture. Le forgeron est incontournable. On s'y procure des faucilles pour récolter le fourrage et d'innombrables accessoires en matériaux recyclés. La région est propice à l'élevage grâce à la présence de volcans éteints, dont les laves ont fertilisé les sols et enrichi les pâturages. L'eau, chauffée par le magma terrestre, est expulsée du sol par endroits avec plus ou moins de vigueur. Une coulée de lave a dressé un obstacle enjambé par les chutes de la Lili. Le cours d'eau se ferait un passage dans la roche volcanique et une végétation épaisse. Il sert en réalité de déversoir au lac Itazi, un lac de cratère très poissonneux. Les défenseurs de l'environnement s'efforcent de protéger la région en raison de la richesse de son écosystème. Mais les Malgaches ont une richesse principale, celle du cœur, celle qui les unit dans la construction de leur pays sous le regard protecteur de leurs ancêtres.
Sans doute y a-t-il encore du travail avant de regarder le résultat. Mais la motivation est grande et les carrioles, rassemblées le jour du marché dans le village d'Ampefi, n'attendent qu'un nouveau départ. Madagascar concentre une incroyable quantité d'espèces animales ou végétales dans un petit morceau d'Afrique devenu un sanctuaire de vie sauvage. L'homme y a trouvé sa place en grandeur nature. Salakau Wende, Salakau Famatautse.